Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 21 décembre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations démarre ce soir et suscite déjà beaucoup d'attention sur le continent. Après 2 rendez-vous manqués, le Bénin fait son retour sur la scène avec les Guépards, une participation qui ravive l'espoir des supporters, d'autant plus que le souvenir de l'épopée de 2019 est encore dans les mémoires. Les ambassadeurs du Bénin ont officiellement reçu le drapeau national jeudi dernier au Maroc. Dans la 3e partie de cette émission, nous allons analyser les enjeux de cette messe du football continental et voir les chances du Bénin face aux 3 autres équipes de la poule D. Analyse à suivre avec Firmin Danon, il est journaliste sportif. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé une réforme majeure du foncier à travers la mise en place du cadastre national. L'objectif est de sécuriser les droits fonciers, réduire les conflits liés à la terre et moderniser la gestion foncière dans le pays. L'opération est en cours dans certaines communes pilotes, notamment à Porto Novo et Parakou, avant la couverture intégrale sur l'ensemble du territoire national. Dans cette émission, nous allons comprendre les tenants et aboutissants de cette opération avec Clément Dossouyovo, il est juriste expert foncier. Également au menu du grand format de ce dimanche, nous avons la revue de presse hebdomadaire de Asyong Mokani. Asyong, et pour boucler la boucle, notre artiste sera avec nous ce dimanche. C'est le slammer et écrivain Jamil Mama Gao qui sera avec nous. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13 h au Bénin. Merci d'être avec nous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, cette messe d'action de grâce pour le Bénin et ses dirigeants à la paroisse Notre-Dame de Cotonou. Ce samedi, les autorités à divers niveaux se sont retrouvées pour prier pour la paix au Bénin. Elles ont également profité de l'occasion pour manifester leur soutien au chef de l'État suite à la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. On en parle dans un instant. On parlera également de l'atelier de formation organisé par le Bloc républicain au profit de tous ces candidats titulaires, coordonnateurs et rapporteur de fédération, la séance de renforcement des capacités qui intervient à quelques jours du démarrage de la campagne électorale dans le cadre des élections législatives. C'était dans la commune d'Abomey-Calavi. Images et reportages à suivre. À suivre également les moments forts pleins d'émotion de la cérémonie d'hommage à Léopold Zinsou. Il était membre influent du parti Union progressiste Le Renouveau à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi et conseiller communal. Il a été fauché par la mort le 6 novembre dernier. Ses proches lui ont rendu un dernier hommage en présence de sa dépouille. On démarre avec le point de l'actualité, une messe d'action de grâce pour le Bénin et ses dirigeants. Des autorités à divers niveaux de responsabilité se sont retrouvés samedi dernier à la paroisse Notre-Dame de Cotonou. Il était question de confier le Bénin à Dieu et exprimer donc leur soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, après la tentative de coup d'État intervenue le dimanche 7 décembre dernier. Le point avec Teddy Goudalo. Samedi 20 décembre 2025, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, des autorités politico-administratives se sont réunies pour ensemble implorer la bonté de Dieu sur le Bénin. Il s'agit d'une messe d'action de grâce initiée en soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, à la suite de la mutinerie manquée du dimanche 7 décembre dernier. C'est au nom de notre foi, Monsieur Dieu, de toute bonté, Dieu qui a restauré son règne sur notre terre, que nous sommes venus aussi aujourd'hui afin d'implorer aussi sa grâce, d'implorer son pardon, et que, animés de toutes ces grâces, nous puissions nous donner totalement à l'œuvre de transformation et de renouvellement de notre pays. La messe eucharistique est présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji. Les textes bibliques du jour mettent l'accent sur la confiance mutuelle, valeur essentielle appelée à renforcer la cohésion et l'unité du peuple béninois.
La célébration a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, de maires, de préfets, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Je l'ai annoncé il y a quelques minutes, le Bloc républicain a organisé ce samedi à Boumé-Calavi un atelier de formation au profit de tous ses candidats titulaires, coordonnateurs et rapporteurs de fédération. Objectif transmettre à ces derniers les outils nécessaires pour assurer la victoire du parti aux élections législatives du 11 janvier 2026. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, a donné le coup d'envoi de cette formation en précisant l'importance de l'étape suivante et l'avenir du parti. L'étape suivante nous engage désormais davantage, car elle fera de nous soit les leaders du pays dans les 7 ans qui viennent, soit les éternels seconds. Presque existentiel est le défi à relever par le Bloc républicain après l'étape du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives de janvier 2026. C'est ce qui justifie cette rencontre qui mobilise les têtes de liste des 24 circonscriptions électorales, mais aussi les coordonnateurs et rapporteurs de fédération. Le présent atelier n'est donc pas une simple rencontre. Il est un moment de vérité, un temps de clarification et d'alignement. Il marque le passage de la désignation à l'action, de l'ambition individuelle à la responsabilité collective. Face à l'auguste Assemblée, le numéro 1 de la formation politique évoque les 3 valeurs qui doivent servir de guide à tous tout au long de la campagne électorale: l'unité, l'humilité et la discipline. Chers camarades, si le Bloc républicain veut gagner, et je crois que nous sommes ici réunis pour ça, il doit d'abord rester uni. L'unité n'est pas un slogan, c'est une exigence quotidienne. Nous avons besoin de l'humilité face à nos camarades policiers et surtout ceux qui ne sont pas retenus et qui estiment parfois à bon droit qu'ils devraient être sur la liste. La discipline dans l'action sera aussi notre force. Discipline dans le discours, discipline sur le terrain. Le cadre général, les conditions de déroulement et le budget de la campagne électorale pour les élections générales de 2026 sont présentés en 3 différentes communications, lesquelles sont suivies d'échanges interactifs. Arrivé en 2e position lors des dernières législatives, le Bloc républicain ambitionne de s'imposer en 2026 comme le premier parti politique du Bénin. S'imposer comme le premier parti politique du Bénin au lendemain des prochaines élections législatives, c'est la noble ambition du parti Bloc républicain et c'est ce à quoi le président Abdoulaye Biotchane appelle les militants à travailler. Au terme de l'atelier, quelques participants ont livré leurs impressions des stratégies à déployer sur le terrain aux principes clés sur lesquels l'accent a été mis par le président du parti. Ils ont exprimé de diverses manières leur satisfaction. On va les écouter. J'ai suivi cette formation avec attention parce que ça nous a donné beaucoup d'idées qu'on n'avait pas précédemment de comment nous organiser pour pouvoir gagner le terrain. Parce qu'en matière des élections, il y a beaucoup de dispositifs à prendre avec les coordonnateurs, les sous-sections, comment il faut travailler avec les gens, surveiller les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas de faute. C'est très important. Parce qu'il y a de nos candidats qui pensent qu'il faut juste voter, mettre dans l'urne et partir chez soi attendre les résultats. Traditionnellement, le parti Bloc républicain est un parti très organisé, avec une parfaite organisation des structures. Le président Abdoulaye Biotchane, dans son allocution d'ouverture, a mis un accent particulier sur la nécessité de travailler strictement dans le cadre des structures de base, dans la discipline, dans la cohésion, avec beaucoup d'humilité. Il a été formel là-dessus. Il a même répété. Donc, le candidat que nous sommes, le militant que nous sommes tous engagés devant ces directives qui ont été prises pour organiser la campagne électorale dans le cadre des élections générales de janvier 2026. Je pense que les responsables ici présents
de même que les candidats ont été outillés sur la manière dont le Bloc républicain doit conduire la campagne, les différentes actions que nous devons mener et les stratégies qu'il faut pour gagner cette élection et imposer le Bloc républicain au plan national. Donc je voudrais saluer les responsables du parti pour cette initiative et insister sur la nécessité de nous mettre ensemble. L'humilité, la cohésion, la discipline. Ce sont ces mots que nous devons retenir. Humilité au niveau des candidats retenus. Ils doivent savoir que seul, ils ne peuvent pas faire le travail. Discipline au niveau des candidats qui ne sont pas retenus, des militaires qui ne sont pas retenus. Ils doivent savoir qu'il faut travailler pour quelqu'un avant qu'on ne vienne également travailler pour soi. Autre volet de l'actualité dans cette édition, fin des travaux de la première édition du colloque national scientifique sur les enjeux publics de la gestion menstruelle, lancé mardi dernier à Cotonou par l'ONG Filles en Action et l'Institut national de la femme. Ce rendez-vous, dont l'objectif est de promouvoir la dignité menstruelle, a été clôturé ce vendredi sur une note de satisfaction. Affiner les politiques, développer les savoirs, valoriser les bonnes pratiques pour la dignité menstruelle, l'autonomie corporelle et l'égalité de genre au Bénin, c'est la thématique principale de ce colloque. Ingrid Der. C'est sur ces mots que je tiens à féliciter une fois encore l'ensemble des acteurs impliqués et à déclarer clos les travaux du présent colloque. Voilà qui met un thème aux 4 jours d'échange et de réflexion sur la promotion de la dignité menstruelle, porté par l'ONG Filles en Action en collaboration avec l'Institut national de la femme. Le colloque national scientifique sur les enjeux publics de la gestion menstruelle, santé, justice, dignité et égalité de genre a accouché de nombreuses résolutions. Il s'agit notamment d'intégrer explicitement la justice menstruelle dans les politiques nationales de santé, d'éducation, de protection sociale et de genre, de renforcer le cadre législatif et réglementaire afin de garantir la protection des droits liés à la menstruation, d'allouer des ressources budgétaires dédiées. Convaincu que la gestion menstruelle est un enjeu public transversal au croisement de la santé publique, de la justice sociale, de l'égalité de genre, nous déclarons notre engagement commun à promouvoir la dignité menstruelle comme pilier des politiques publiques en nous appuyant sur les principes de non-discrimination. Organisé autour du thème « Affiner les politiques », développer les savoirs, valoriser les bonnes pratiques pour la dignité menstruelle, l'autonomie corporelle et l'égalité de genre au Bénin, le rendez-vous a également permis de lever un coin de voile sur les différentes réformes entreprises par le gouvernement dans ce sens. Je tiens à vous rassurer de l'engagement constant du gouvernement du Bénin à poursuivre et renforcer les efforts en faveur de la justice menstruelle. Cet engagement se traduit notamment à travers plusieurs programmes structurants, tels que l'assurance pour le renforcement du capital humain, les programmes de filets sociaux productifs. Leaders communautaires, chercheurs, professionnels de la santé, représentants d'institutions, têtes couronnées, partenaires techniques et financiers ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des échanges de qualité qui ont permis de déconstruire les tabous, de consolider les fondements d'une justice menstruelle effective et inclusive et de promouvoir des comportements favorables à la dignité et à la santé menstruelle. On en vient à présent à cet hommage rendu à Léopold Zinsou, décédé le 6 novembre dernier. Acteur politique, il était membre influent du parti Union progressiste Le Renouveau à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi et conseiller communal. Vendredi, ses proches lui ont rendu un dernier hommage, des moments pleins d'émotion. Vous allez le voir, c'était dans la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi, Esther Toufa. Parents, amis, collègues et camarades ont tenu à rendre ce dernier hommage à l'illustre disparu, Léopold Zinsou, désormais ex-conseiller communal de la municipalité d'Abomey-Calavi. Je connais l'homme. Monsieur Zinsou Léopold, le jour où j'ai eu l'information de la perte de cet homme, je me suis dit, nous avions perdu quelque chose de valeur, de bien. Ce qui nous reste maintenant, c'est dire merci à Dieu
pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. L'épaule Jésus a combattu le bon combat. L'épaule Jésus a vu dans son prochain lui-même, pour ne pas dire Dieu. Prions pour lui, afin qu'il puisse être bien accueilli et qu'il rentre dans la joie de son maître. Candidat titulaire aux prochaines communales sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, son décès survenu le 6 novembre dernier a également laissé le parti dans l'émoi. Les informations que j'ai de lui à Godomé montrent quand même que c'était l'un des socles, un des piliers donc, du parti à Godomé. Et donc on comptait énormément donc, sur lui, débonnaire. Et il savait jeter de l'argent par la fenêtre, comme on le dit. Un grand militant mobilisateur. Et c'est en pleine action donc, qu'il est parti. Donc, mes condoléances sont les condoléances du président de notre parti, président Joseph Ifame Diopény. Les condoléances de la HDP et de tous les militants. Et en ces circonstances, nous n'avons plus d'autres mots à dire que de rendre grâce au Seigneur et de lui souhaiter un repos éternel. Connu pour son influence au sein de son parti et dans la commune d'Abomey-Calavi, Léopold Zinsou laisse un vide dans le paysage politique de sa localité. Sa dépouille a rejoint sa dernière demeure ce samedi 20 décembre 2025. Et pour boucler la première partie du grand format, sachez que depuis vendredi dernier, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya tient sa 34e convention annuelle à Kétou à travers plusieurs activités dont des prières, des conférences. Les membres de cette communauté ont prôné la paix et l'unité nationale. Le reportage est signé Emma Rodon. La paix et l'unité nationale, les directives de l'islam. Tel est le thème autour duquel s'est ouverte à Kétou la 34e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya qui a mobilisé de nombreux fidèles et responsables religieux. S'appuyant sur les versets du Saint-Coran, le président de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin, Ami Lukman Bissiriou, a dans son exposé inaugural rappelé que la paix constitue une obligation spirituelle et un pilier de l'unité nationale. La paix et l'unité nationale sont deux concepts essentiels qui contribuent au développement et à la prospérité de toute nation. L'islam, en tant que religion universelle, nous propose des solutions aux problèmes de notre monde contemporain, de façon générale, mais en particulier, il nous donne également des solutions afin que nous puissions vivre en paix avec nous-mêmes et de faciliter par la même occasion le vivre ensemble dans l'harmonie entre tous les habitants d'une même nation. L'initiative de cette convention a été saluée par les autorités politico-administratives et les leaders religieux invités qui ont reconnu l'engagement constant de la communauté Ahmadi en faveur du dialogue interreligieux et de la cohésion sociale. Qui dit unité nationale dit paix, tolérance et cohésion sociale. Promouvoir la paix, la tolérance et la cohésion sociale est une responsabilité collective. Elle incombe aux institutions, mais aussi à chaque citoyen. Il ne suffit pas de promouvoir l'amour, il faut la vivre. La Jamaat islamique Ahmadiyya a connu des persécutions à cause de leur franc-parler. La Jamaat islamique Ahmadiyya prêche le même Coran que prêchent d'autres musulmans. Mais ils le prêchent de la bonne manière, de par leur pratique quotidienne, et je vous bénis ce soir. Puisse cette rencontre constituer un cadre d'échange constructif et de contribution pertinente au service du Bénin uni, stable et en paix. Prévu pour durer 2 jours,
Cette 34e convention de la Jamaat islamique Ahmadiyya se poursuit à Kétou sous le signe de la paix et de la fraternité. Et c'est la fin de la première partie du grand format, le grand format qui va se poursuivre donc avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un court instant. Notre premier sujet va porter sur le cadastre national, cette réforme majeure opérée par le gouvernement pour régler les conflits domaniaux qui prennent une dimension inquiétante depuis quelques années. C'est avec un juriste expert foncier qu'on va aborder le sujet. L'entretien, c'est juste après cette courte pause. Le cadastre national, c'est une réforme opérée par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du foncier au Bénin. Son objectif est de sécuriser les droits fonciers, réduire les conflits liés à la terre et moderniser la gestion foncière dans le pays. L'opération est en cours dans certaines communes pilotes, notamment à Porto-Novo et à Parakou, avant la couverture intégrale de l'ensemble des communes du Bénin. Pour mieux comprendre les enjeux juridiques, techniques et sociaux de ce vaste chantier national, nous recevons sur ce plateau un juriste expert foncier qui vient de s'installer, M. Clément Dossouyovo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. On va commencer avec une clarification conceptuelle. Le cadastre, c'est quoi? Merci, monsieur le journaliste. Le cadastre, c'est d'abord, il faut souligner que le cadastre est institué par l'article 452 du Code foncier domanial. Et il est défini comme un système unitaire informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. De façon terre à terre, on va dire le cadastre, c'est une base de données dans laquelle on retrouve toutes les informations sur les parcelles, aussi bien sur les parcelles que sur ceux-là qui détiennent des droits sur les parcelles. C'est ça. De façon terre à terre. D'accord. Depuis quand le gouvernement béninois a-t-il entrepris de mettre en place un cadastre national? Ok, merci beaucoup. Si on doit parler de depuis quand, nous allons aller un peu en arrière parce que c'est depuis l'élaboration et la promulgation de la loi 2013-1 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial que cet outil de sécurisation foncière a été déjà institué. Et pour aller à l'opérationnalisation de cet outil, je pense que courant déjà 2019, il y a des actions tests par un projet appelé PMAF, projet de modernisation de l'administration foncière, qui a démarré les actions tests en 2019. Et véritablement, la phase expérimentale a commencé à partir de l'année 2020. Et en ce moment, il y avait deux communes bénéficiaires pour cette phase expérimentale. Il y a la commune de Boïkon et la commune de Ndali. Et après cette première phase expérimentale, sous PMAF, il y a un autre programme, un projet qui est intervenu, qui est appelé le projet de préparation à la mise à l'échelle du cadastre. Et là, aujourd'hui, on va dire, il y a 12 communes qui sont bénéficiaires de cet outil-là. Et soulignons que dans le démarrage, le gouvernement n'avait pas encore pris l'option de la couverture intégrale. Et les communes qui étaient les 12, par exemple, si je prends les 12, parmi les 12, on peut citer quelques-unes. J'ai Cotonou, j'ai Porto-Novo, j'ai Semenkodi, j'ai Djougou, j'ai Parakou, j'ai Ndali, j'ai Kobe, j'ai Sakité. Il y a Boumé-Calavi, n'est pas? Il y a Boumé-Calavi. Il y a donc, comme je le disais, au départ, il y avait une couverture partielle des communes. Oui. Par exemple, à Boumé-Calavi, il n'y avait que l'arrondissement de Ouedo. Cotonou, il y avait 5 arrondissements, ainsi de suite. Oui. Et après cette première phase expérimentale, le gouvernement, ayant pris la mesure des résultats obtenus par cette phase expérimentale, a dû rechercher les ressources pour aujourd'hui prendre
l'option couverture intégrale. Et depuis que l'option couverture intégrale a commencé, il y a Cotonou qui a été déjà entièrement couverte. Et l'option couverture intégrale, après Cotonou, on est actuellement sur les communes de Porto-Novo et de Parakou. Actuellement, on est en train de faire couverture déjà intégrale des villes de Porto-Novo et de Parakou. D'accord. Alors, qui finance cette opération? Oui, pour du début jusqu'à ce jour où nous nous trouvons, cette opération est financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Ce sont les Néerlandais qui financent, qui appuient le gouvernement béninois dans la réalisation du cadastre national. Mais bientôt, il y a un autre financement accordé par la Banque mondiale qui prendra aussi une zone, certaines communes. Pour l'instant, leur première phase de 5 ans va prendre en compte 14 communes. 14 communes dont Natitengu, Ouessé, Savalou, ainsi de suite. 14 communes que ce programme aussi va programmer pour commencer par réaliser le cadastre dans ces communes-là. Et dans les informations, c'est que la deuxième phase de ce programme Terra Bénin va couvrir 30 communes dans la deuxième phase. D'accord. Alors, quels sont les avantages du cadastre, aussi bien pour l'État, les citoyens et les investisseurs? Ok, merci beaucoup pour cette question-là, parce que c'est là l'intérêt de cet outil-là. Et le premier avantage, comme je viens de le définir, le cadastre, c'est un outil de sécurisation. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une base de données unique. Unique, ça veut dire que cette base-là centralise toutes les informations foncières. Oui. Pour montrer cet avantage lié à la réduction des conflits, je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, un pauvre Béninois qui s'est échiné pour trouver ses sous, pour acheter une parcelle, pour avoir une parcelle sécurisée, il va dire, il faut que j'aille au niveau de la mairie pour regarder dans le répertoire, est-ce que c'est le nom de celui qui veut me vendre la parcelle qui est là? Il va au niveau de la mairie. Oui. Il contrôle, il vérifie, effectivement, on le rassure que c'est le nom de celui qui veut lui vendre. Il dépose, il formalise les transactions et quelques jours après, on l'appelle ou bien il va implanter sa plaque. On dit non, c'est pas le présumé propriétaire ça. Tu as raté. Juste parce que il y a plusieurs sources d'informations foncières. Il y a des répertoires qui se trouvent au niveau des mairies. Il y a des répertoires qui se trouvent au niveau du cabinet des géomètres experts qui ont fait le lotissement. Et tous les répertoires ne sont pas actualisés. Déjà, dans le travail de cadastre, on constate dans certaines communes, au niveau même déjà de la commune seule, tu as plusieurs répertoires pour le même lotissement. Et quand le gars va vers, il a la malchance, il tombe sur le répertoire qui n'est pas bon, il met ses sous là. Alors le cadastre est venu pour corriger ça, parce qu'il y aura une seule source d'information foncière. Dès que tu vas vouloir acheter une parcelle, tac, tu vas sur la base de données, puis tu peux consulter en ligne et tu regardes. Il n'y a plus de... Parce que le mécanisme est tel que la mise à jour va être automatique. Quand tu veux acheter une parcelle, par exemple, une fois consulté, tout ce qui est formalisation, transaction, ça passe par la base de données. De telle sorte que dès que tu finis de formaliser ta transaction, en même temps, ton nom se retrouve sur cette parcelle-là. Automatiquement, l'ancien présumé propriétaire, oui. Son nom est quelque part pour garder l'historique de cette parcelle. Et là, plus personne n'aura plus de problème. D'accord, cela évite les conflits. Oui. Et deuxièmement, si on finit le cadastre, ça aussi, aujourd'hui, c'est un avantage important parce que ça débouche sur la délivrance de ce que nous appelons le certificat d'enregistrement au cadastre. Et aujourd'hui, avec ce certificat d'enregistrement au cadastre, nous pouvons facilement aller au titre foncier. Il y a un décret que le gouvernement a pris récemment, en avril 2025, le décret 2025-176, qui organise une procédure simplifiée
qui quittent le certificat d'enregistrement au cadastre pour aller au titre foncier en 1 mois. En 1 mois, il suffit seulement que tu déposes le CEC, tu déposes ta carte biométrique ou ta carte CIP et que tu paies 82 500. Dans 1 mois, la procédure, ça t'amène au titre foncier. Donc voilà, et aussi avec le cadastre, plus personne ne pourra vendre une parcelle à l'insu des véritables présumés propriétaires. Il y a plusieurs personnes à la fois également. Quelles sont les différentes étapes de réalisation du cadastre? Ok. Le cadastre, pour le réaliser sur le terrain, on peut subdiviser ça en 4 principales phases. Une première phase qui est la phase préparatoire. Et avec la phase préparatoire, on fait tout ce qui est campagne d'information, sensibilisation au niveau de la commune, de la mairie, au niveau des arrondissements et au niveau des quartiers de ville ou des villages, pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur l'outil. Il y a d'autres travaux préparatoires que nous faisons au bureau, analyse des données existantes, ça ne concerne pas trop le public. Et dès que nous finissons cette étape-là, elle débouche sur la prise d'un arrêté communal. Le maire doit prendre un arrêté d'ouverture des opérations de réalisation du cadastre sur son territoire communal. Après ça, nous allons sur la phase d'exécution. La phase d'exécution, il y a 2 ou 3 activités essentielles. Il y a la collecte, qui est l'activité capitale. Nous envoyons sur le terrain des équipes foncières, des équipes qui sont composées d'un spécialiste en intermédiation socio-foncière et d'un technicien géomètre. C'est un binôme. Et il passe de maison en maison, de parcelle en parcelle. Le technicien géomètre, avec son GPS, essaie de prendre les coordonnées de la parcelle. Le spécialiste en intermédiation socio-foncière essaie de collecter ce que nous appelons les informations attributaires. C'est-à-dire que celui qui détient droit sur la parcelle, on prend tout ce qui le concerne. Nom, prénom, date et lieu de naissance et tout. Quand on finit la collecte, parcelle par parcelle, on finit tout, il y a un traitement que nous faisons au bureau qui débouche sur l'élaboration des documents provisoires. Nous avons des documents provisoires qui sont le plan parcellaire et le listing des ayants droit, c'est-à-dire un répertoire où se trouvent les noms de tous ceux dont les parcelles ont été enregistrées. Et on vient sur ce que nous appelons la publicité foncière, qui consiste à l'affichage de ces documents provisoires. Et on invite toute la population à venir consulter les documents provisoires. Et à ce niveau, on est aidé par les membres des structures locales de gestion foncière. Cette opération dure 1 mois. C'est le texte qui a dit ça. Ça dure 1 mois. Et après 1 mois, on fait analyse de ces observations pour pouvoir les intégrer dans le document provisoire, ce qui nous permet de faire sortir les documents finaux. Très bien. Alors, vous avez parlé des communes bénéficiaires. Alors, pourquoi c'est maintenant que vous avez pensé à la couverture intégrale des communes? Oui, comme je l'ai rapidement souligné, d'abord, il y a question de financement. C'est une opération qui coûte. Donc, il faut que le gouvernement sollicite certains partenaires pour l'aider dans ce domaine. 1. Deuxièmement, je l'ai dit, on a fait d'abord, avant d'aller sur des opérations de grande envergure, il faut d'abord tester, expérimenter les outils que nous avons mis en place. Les outils techniques sont des outils qu'il faut tester. Donc, cette première phase dont j'ai parlé tantôt a permis de tester les outils. La plateforme EFB qui est mise en place, qui nous permet de faire tout numériquement, on l'a testé. Et dès qu'on a vu que le réglage est OK, le gouvernement a pris l'option maintenant d'aller à la couverture intégrale. Ce qui fait que toutes les communes qui ont été touchées, 1 arrondissement, 2 arrondissements, bientôt, elles seront toutes couvertes intégralement.
D'accord. Et comment se déroulent les opérations de collecte de données foncières dans les communes de Porto Novo et Parakou? Oui, actuellement, ce sont ces deux communes, on est dans ces deux communes-là. Et en fait, la démarche théorique que je viens de vous décrire, c'est ça que nous mettons en œuvre dans ces deux communes. Si je prends Porto Novo, aujourd'hui, Porto Novo a complètement terminé la phase de la collecte et est actuellement sur la phase de publicité, des affichages. Si je prends Parakou, vous savez bien, Parakou est tellement vaste du point de vue superficie. Parakou, il reste quelques quartiers pour que Parakou termine complètement la phase de collecte, mais les premiers quartiers qui ont été touchés et qui sont finalisés, nous avons commencé l'affichage dans ces premiers quartiers. Parce que quand tu prends Parakou, on a 3 arrondissements. Les 3 arrondissements, la première phase avait touché déjà partiellement le 1er et le 3e arrondissement. Aujourd'hui, le prestataire qui est à Parakou s'occupe intégralement du 2e arrondissement et du reste des 1er et 3e arrondissements qui avaient été couverts par la première phase du cadastre. Il y en a de même pour Porto Novo. Porto Novo compte 5 arrondissements. 4e et 5e ont été déjà touchés par la phase expérimentale, partiellement. Aujourd'hui, l'équipe qui est à Porto Novo fait intégralement la couverture intégrale 1er, 2e et 3e et le reste des portions du 4e et du 5e arrondissement pour que nous puissions in fine avoir une couverture intégrale et totale de ces deux communes. Et quelles sont les pièces dont on a besoin pour faire enregistrer sa parcelle au cadastre? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, c'est une question très, très, très importante. En termes de pièces, il n'y a pas de complication. Si tu veux faire enregistrer ta parcelle au cadastre, tu arrives avec ta carte CIP ou ta carte biométrique. Première pièce. Deuxième pièce, tu ne peux pas vouloir faire enregistrer une parcelle sans avoir un acte qui quand même fait la preuve de ton droit, du droit que tu détiens sur cette parcelle. Donc nous demandons l'acte foncier, si c'est une convention, si c'est attestation de recasement, si c'est attestation de détention coutumière, si c'est certificat foncier rural, tu apportes ça. Ça là, ça fait la preuve. Si c'est même un titre foncier, tu apportes ça parce que c'est ça, c'est tout ça qui fait la preuve du droit que tu détiens sur cette parcelle. Donc avec ces deux pièces, et nous ne retirons pas les pièces. Nos équipes prennent seulement les photos de ces pièces que tu amènes pour les mettre dans la base de données. C'est ça. D'accord. Il y a certains citoyens qui craignent que le cadastre soit un moyen donc de leur arracher leur terre. Que répondez-vous? Oui, merci beaucoup. Cette question-là, on rencontre tellement cette question. Ça fait une. La deuxième aussi qui vient de façon récurrente, c'est celle qui concerne le fisc. Bien sûr. La fiscalité. On rencontre ces réticences sur le terrain. Oui. Mais nous leur disons, le cadastre, c'est la loi qui a institué le cadastre. Comment est-ce que la procédure d'enregistrement, c'est une procédure qui est publique et contradictoire. On ne saurait, et le Code foncier et domanial a prévu les voies légales par lesquelles l'État, si l'État veut exproprier quelqu'un, l'État, de façon officielle, prend ses responsabilités et marche avec ses voies. On ne pourra pas, sous prétexte de ce que cadastre, en prétextant du cadastre, on va arracher. Non, ça ne se passe pas. On est dans un état de droit et je pense que le gouvernement est clair et serein sur cette activité que nous menons. En fait, c'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt des populations. Parce que si vous voyez aller un jour aux audiences devant nos tribunaux, vous allez voir les tribunaux en matière de droit de propriété, c'est plein. Et un procès aujourd'hui, tu peux faire 10 ans
20 ans sans avoir l'issue. Pourquoi nous allons continuer comme ça? C'est pourquoi l'État a dit non, arrêtons ça, réorganisons le système. Même chose pour les gens qui créent un fisc. On leur a dit, fisc là, sans cadastre, vous payez déjà. Impôt foncier non bâti et bâti là. Ce n'est pas le gouvernement qui a amené ça. Ce sont des tests qui existent depuis. Si ce n'est pas appliqué, c'est autre chose. Donc ce n'est pas lié au cadastre. D'ailleurs, notre réforme au plan cadastral n'a pas mis devant la fiscalité. Non. D'accord, on va finir avec votre appel à l'endroit des populations des communes concernées par cette opération. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Et population de Porto-Novo, population de Parakou pour l'instant, nous vous invitons à massivement sortir. Nous avons commencé actuellement la phase d'affichage, mais au niveau de chaque commune, nous avons laissé des cahiers pour les retardataires. Que les retardataires aillent se faire enregistrer chez les sécu. On a déposé des cahiers auprès des sécu pour que les retardataires aillent. Nos équipes passeront encore dans tous les quartiers pour vous enregistrer. N'ayez pas peur. Il me semble que quand on dit quelque chose est gratuit, le Béninois n'aime pas ça. On a vu l'exemple de Ravip ici, où tout est gratuit. Et les Béninois, ils ne sont pas allés. Aujourd'hui, il faut les voir devant les arrondissements. À 5 h du matin, ils sont devant les arrondissements pour aller chercher, et cette fois-ci, payer. On a vu quand le gouvernement a décrété la gratuité de l'enregistrement des conventions. On a vu, ah non, si on enregistre, ça va faire ci, ça va faire ci. D'accord. Merci beaucoup, merci. D'accord. Merci à vous, M. Clément Dossou-Yovo, juriste expert foncier. Merci pour ces précisions. On va dire très bonne journée à vous. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, le grand format va se poursuivre avec un autre invité qui va s'installer dans un court instant. C'est le président du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. On va se retrouver juste après. Actu sur le net, réalisation Florence Boursard. L'Amazone en chef a bouclé 15 jours de cuisine d'affilée dans la soirée du mardi 16 décembre 2025 au Palais des Congrès. Pour son défi culinaire débuté le 1er décembre, elle s'était fixée pour objectif de cuisiner des plats béninois pendant 15 jours. 15 jours d'endurance, de discipline et de passion portés par une mobilisation nationale exceptionnelle. Dès le lancement du marathon, le 1er décembre 2025, les Béninois se sont massivement mobilisés autour de l'initiative sur les réseaux sociaux à travers des publications et partages de publications, notamment celle de la page Facebook de Quitte son nom. Aussi, jour et nuit, des citoyens venus de divers horizons ont-ils convergé vers le Palais des Congrès pour soulever la chef. Jeunes, professionnels, artistes ou personnalités publiques, toutes les composantes de la société béninoise se sont retrouvées autour de ce challenge, faisant du site un véritable lieu de rassemblement et de communion populaire. Le président de la République, la première dame et les 77 maires du Bénin font partie des personnalités de l'État ayant effectué le déplacement du Palais des Congrès pour célébrer la gastronomie béninoise. Autre sujet commenté sur les réseaux sociaux, Richard Gabin Gbede, figure montante du panafricanisme associatif, a été assassiné à Cotonou alors qu'il cherchait à régler un contentieux financier. Parmi les mises en cause figure Jano Agbanra, qui se présente comme journaliste culturel et collaborateur d'une radio chrétienne. Devant les magistrats du paquet, il a reconnu avoir porté un coup de couteau à la victime. D'après ses déclarations, Richard Gabin Gbede aurait tenté de se défendre avant l'intervention d'autres personnes présentées comme co-auteurs qui auraient poursuivi et achevé l'agression. Le corps aurait été ensuite abandonné. Les éléments de l'enquête font état d'une relation professionnelle dégradée entre la victime et certains de ses collaborateurs.
Promoteur d'un projet panafricain axé sur l'entraide, Richard Gabin-Gbede menait des activités à Lomé et à Cotonou dans le cadre du projet Comité international de la solidarité africaine. Des tensions se seraient éclatées au fil du temps, notamment autour de fonds dont l'utilisation aurait été contestée, entraînant une rupture avec son relais à Cotonou. Au début du mois de décembre 2025, Richard Gabin-Gbede s'est rendu à Cotonou pour une rencontre présenté comme un échange direct visant à clarifier la situation. Les aveux situent le lieu du crime entre Togbin et Ouida dans le département de l'Atlantique. Le mobile évoqué par les enquêteurs demeure financier. Le corps de la victime jeté dans un caniveau a été inhumé par les services de la voirie avant d'être formellement identifié. À ce stade de la procédure, 2 personnes ont été placées en détention, tandis que 2 autres sont activement recherchées. Une audience est annoncée le 13 janvier 2026. Sur les réseaux sociaux, les émotions sont vives. En une semaine, une trentaine de personnes ont été interpellées dans le cadre des événements du 7 décembre dernier où un groupe de soldats tentait de renverser le pouvoir au Bénin. Après les auditions, elles ont été toutes placées sous mandat de dépôt. Ont également été interpellés dans ce dossier l'acteur politique candidat Zonaï, la journaliste Angela Kbeidja et le député du parti Les Démocrates Sono Soumaïla. Le fils de l'ancien président Boni Yayi a été arrêté puis relâché et mis sous contrôle judiciaire. Et c'est le moment de mettre en lumière la formation agricole au Bénin, un secteur stratégique pour l'économie béninoise, mais aussi un domaine où les compétences techniques jouent un rôle déterminant dans la modernisation et la performance des filières. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Ce réseau rassemble des professionnels issus des lycées techniques agricoles du pays engagés dans la promotion d'une agriculture moderne, durable et créatrice d'emplois. Ensemble, ils travaillent à valoriser les compétences locales, à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et à contribuer au développement des chaînes de valeur agricoles. Il vient de s'installer, M. Maouyon Aimé Adjaro. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Vous êtes jeune entrepreneur et consultant agricole. Merci d'être avec nous. On va commencer en quelques mots. Comment peut-on présenter votre réseau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous adresser toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en nous accueillant sur votre plateau. Je profite également de saluer tous les téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent à travers les différents canaux que vous déployez. Merci, ouais. Alors, revenant à votre question, nous définissons le Rafetia Bénin comme le réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Il s'agit d'un creuset qui réunit prioritairement tous les jeunes diplômés des lycées techniques agricoles du Bénin. Le creuset ouvre également ses portes aux apprenants en fin de cycle de formation dans les LTA pour les aider à affronter les défis post-formation. Depuis quand existe ce réseau et quelle est sa mission principale? Le Rafetia Bénin existe depuis le 25 mai 2023, date officielle de son enregistrement. Lors de l'Assemblée générale constitutive du 8 avril 2023, les membres fondateurs réunis se sont donnés pour objectif de contribuer à la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes dans le rang des jeunes sortis des lycées techniques du Bénin. La finalité est d'œuvrer à leur insertion professionnelle à travers l'entrepreneuriat agricole. Et combien de membres compte-t-il et qui peut y adhérer? Nous distinguons ordinairement de 3 différents types de membres. Nous avons les membres fondateurs, les membres adhérents et les membres sympathisants. Ces derniers sont les plus nombreux, sont constitués des apprenants en fin de cycle dans les LTA et des diplômés sortis en quête d'emploi décent dans le secteur agricole. Aujourd'hui, dans notre base, ils sont près de 5000. D'accord. Alors, quelle est la particularité de la formation dispensée dans les lycées techniques agricoles du Bénin?
nous notons une double particularité. D'abord, il s'agit d'une formation technique qui se distingue du cycle général que nous constatons dans les collèges. Ensuite, la formation elle est spécifique. Elle embrasse un domaine bien précis, le domaine agricole. Et quels sont les principaux profils que ces lycées produisent? À la fin des 4 années de formation agricole, nous devenons des techniciens agricoles, à même d'apporter notre savoir-faire dans les fermes, le maraîchage, l'élevage, la foresterie ou dans les unités de transformation agricole. Et comment appréciez-vous le niveau de compétences des diplômés sortis de ces lycées? Le technicien agricole qui sort est déjà opérationnel. La formation qu'il reçoit lui permet a priori de ne pas tourner le pouce au thème de sa formation. Mais comme nous le savons, nous ne cesserons jamais d'apprendre. Donc il doit rester disponible pour les renforcements de capacités qui lui permettront de s'adapter à son temps. Il peut aussi poursuivre à l'université pour un master, une formation d'ingénieur ou un doctorat. Nous conseillons toujours, Rafferty Abéné milite toujours quand même pour le slogan « un pied à l'université, un pied dans le business ». D'accord. Existe-t-il, on va dire, des défis majeurs dans la formation pratique? 2 défis majeurs qu'on n'est pas tous. Le chômage et le sous-emploi. Et pour mieux comprendre cette réalité, le Rafferty Abéné a initié courant août et septembre dernier une petite étude sur près de 2000 diplômés sortis des lycées techniques agricoles au cours de la période de 2014 à 2024. Au dépouillement, nous avons constaté que sur les 2000 approchés, il n'y avait que 363 qui ont pu s'insérer sur le marché de l'emploi agricole. Et sur les 363, il n'y a que 19 qui s'identifient comme étant un entrepreneur ou promoteur ou producteur agricole. Et quel problème cela pose? Le problème, comme je l'ai bien souligné, c'est les défis. Les jeunes sont à la maison, sans boussole, parce qu'à la fin, il n'y a plus personne qui lui guide, qui lui montre le chemin qu'il faut. Tout à fait. Manque d'orientation, manque d'accompagnement. D'accord. Et quels sont les grands axes d'intervention de votre réseau? Au Rafferty Abéné, nous distinguons 2 grands axes d'intervention. Oui. Les interventions orientées vers les jeunes bénéficiaires qui sont constitués de formations, du coaching entrepreneurial, du mentorat, puis de l'accompagnement pour l'insertion professionnelle. En 2, les actions orientées vers les acteurs décisionnels qui se résument au plaidoyer que nous adressons, bien que nous faisons à travers les correspondances que nous envoyons, les échanges formels auxquels nous sommes conviés, et puis les invitations que nous leur adressons pour qu'ils viennent toucher du doigt l'engagement et la volonté d'une génération, bien d'une jeunesse qui veut prendre son destin en main et le temps le bras. Et quelles actions concrètes avez-vous menées ces dernières années pour valoriser les agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons faire référence à 3 actions. Nous commençons par la toute dernière qui a commencé le jeudi 27 novembre et s'est achevée le 7 décembre passé. Il s'agit d'une formation en élaboration et gestion des projets agricoles. Cette formation a réuni tant en présentiel qu'en ligne 100 jeunes diplômés des lycées techniques agricoles de notre pays. La finalité est de les aider à rédiger des projets agricoles bancables. Sans cette aptitude, en dépit de leur volonté, ils ne peuvent émerger. Au niveau de la deuxième action, nous allons citer le sommet que nous avons eu le dimanche 24 août dernier dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Ce sommet s'est penché sur la question des difficultés des jeunes à entreprendre. C'est d'ailleurs ce sommet qui a recommandé l'organisation d'une session de formation en élaboration des projets agricoles. Avez-vous des partenariats avec des institutions publiques et privées, des partenaires techniques et financiers? La règle est connue. Comme il y a, quand il y a les appels à projets, on demande aux organisations de soumettre dans les dossiers les 3 derniers bilans financiers. Et autrement dit, si vous ne totalisez pas 3 ans d'existence, personne semble ne pas vous tendre la main. Au niveau des institutions et organismes, les papiers d'existence ne suffisent plus. Il faut en plus tout ça une recommandation de l'administration publique. Et pour faciliter votre intégration, il faut convenir avec nous que pour bénéficier de cette recommandation, il faut que l'administration vous observe et cette observation pourra prendre le temps qu'elle voudra. Et pour l'instant, Rafferty Abéné est encore à la phase d'observation. C'est pourquoi il ne bénéficie des appuis
qui existent ça et là. Vous déduisez donc que tout ce que nous avons initié depuis 2023 à ce jour n'est que sur fonds propres et grâce également au sacrifice de tous les membres qu'il me plaît bien sûr de saluer solennellement à travers votre canal. Nous serons tous de même incomplets en ne reconnaissant pas qu'il y a des structures tant publiques que privées qui nous soutiennent à travers en nous apportant leur soutien technique, en nous formant. Qu'ils reçoivent aussi. D'accord. Quelles sont les réussites, on va dire, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui après tout ce temps? La création et l'existence du Rafet-Théa Bénin constituent notre plus grande réussite, car il a permis non seulement de projeter les regards sur le chômage et le sous-emploi des jeunes qui sortent des lycées techniques agricoles, il a aussi permis à ces derniers de comprendre qu'ils ne doivent pas tout attendre de l'État central avant d'entreprendre. Mais nous allons davantage nous réjouir si en décembre 2026, nous arrivons à installer ces 750 jeunes en attente dans les coopératives. D'accord. Alors selon vous, quelles sont les causes de la faible intégration des techniciens agricoles dans le système de production nationale? Au thème du sommet du 24 août dernier, qui s'est penché sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes sortis des lycées techniques agricoles du Bénin, deux causes ont été énumérées. La marche solitaire des jeunes. Au lieu de se mettre ensemble pour monter et soumettre des projets, chacun veut être maître de son initiative. La seconde cause est la nécessité de renforcer les capacités ou d'acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter aux exigences qu'impose la quête d'emploi. Et quelles solutions proposez-vous? Rafet-Théa Bénin offre aux jeunes diplômés sortis des lycées techniques agricoles deux types de solutions. Le renforcement des capacités et le chemin de l'entrepreneuriat. D'accord. Les filières agricoles offrent-elles aujourd'hui des opportunités réelles pour les jeunes diplômés? Vous savez, des initiatives comme du gouvernement, comme le PROFA, le FNDA, ou les projets ou programmes du PAM, du PNUD, et de la FAO et de la Banque mondiale en direction des jeunes pour inciter à l'entrepreneuriat agricole montrent à suffisance que les filières agricoles sont une réponse aux question de l'emploi. Et les jeunes y sont massivement drainés. Considérant les filières agricoles, nous avons la production qui recrute, nous avons la transformation qui recrute, nous avons l'industrialisation qui recrute, nous avons la commercialisation qui recrute. C'est au regard de toutes ces opportunités que nous sommes étonnés que des jeunes qui ont choisi de se former dans le domaine agricole qui sortent et il n'y a pas une passerelle pour leur éviter le chômage et le sous-emploi. Et comment les agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin peuvent-ils contribuer, on va dire, au développement des chaînes de valeur agricoles? Merci, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de meilleur investissement dans le secteur agricole que de donner une priorité aux jeunes diplômés de ce secteur. Et nous accompagner, c'est multiplier par 10 les potentialités que l'on peut espérer d'un investissement agricole, car nous avons la compétence et la technicité. Alors, pour booster la chaîne des valeurs agricoles, il suffit de nous accompagner financièrement et de renforcer nos compétences. D'ailleurs, au Rafet-Théa Bénin, nous disons qu'investir dans les jeunes diplômés sortis des LTA, c'est investir dans la sécurité alimentaire, la réduction du coût des produits vivriers, la promotion de la consommation locale et l'augmentation des recettes nationales à travers l'augmentation des exportations. D'accord. Et le Bénin s'oriente vers l'agro-industrie. Quelle place pour vous dans cette dynamique? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons souligné à l'entame que nos membres sympathisants sont actuellement au nombre de 5000. Supposons que les partenaires nous accompagnent à aider ces jeunes à constituer leur entreprise agricole. Les industries auront de la matière première à suffisance pour tourner leur exploitation. Et ces industries auront également la main-d'œuvre de bonne qualité à certains postes stratégiques. Et quel rôle peut jouer votre réseau dans l'appui aux communes et aux producteurs? Il s'agira pour le Rafet-Théa Bénin d'intégrer les cadres intégrateurs existants et au sein de ce creuset, nous allons porter la voix de la jeunesse et apporter aussi nos compétences pour l'essor des filières agricoles au niveau des communautés à la base. Et quels sont les principaux défis auxquels est confronté, on va dire, votre réseau aujourd'hui? Un, celui de tenir nos engagements vis-à-vis de nos pairs qui attendent de voir financer leur projet entrepreneurial. Deux, le défi d'accompagnement institutionnel. Et trois, le défi du financement.
Et quel projet envisagez-vous pour les prochaines années? Pour 2026, nous avons 750 jeunes diplômés sortis des lycées techniques agricoles à mettre en coopérative. Les mettre ensemble autour d'un projet qu'ils vont eux-mêmes élaborer constitue l'innovation. D'accord. On va finir sans doute avec votre appel à l'endroit des autorités partenaires et aussi aux producteurs agricoles. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons commencer par les agriculteurs. Nous leur demandons de s'apprêter pour nous accueillir et quand nous serons à la phase d'incubation. Du côté des autorités, nous espérons l'accompagnement institutionnel, financier et le renforcement de l'appui technique. Au niveau des partenaires, nous espérons l'appui technique, matériel et financier. D'accord. Merci à vous, Monsieur Maoyon Aimé Adiao, président du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va dire bon courage à vous. Merci beaucoup. Et puis bonne journée. Merci, merci, ça fait plaisir. C'est nous. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le rendez-vous de ce soir. La messe du football continental démarre avec son lot de suspense. Qui pour succéder aux éléphants de la Côte d'Ivoire? Bien malin qui pourra le dire. Les Guépards sont déjà au Maroc, prêts à rééditer l'exploit de 2019. C'est le principal sujet de discussion avec mon invité média Firmin Danon et journaliste sportif. On va l'installer avec la revue de presse hebdomadaire de Assiongbo Kanye Assiongbo. On se retrouve juste après. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. Le Challenge annonçait jeudi matin que le président béninois Patrice Talon serait en face des journalistes le 18 décembre. Cette rencontre intervient dans un contexte politique sensible et sécuritaire marqué par l'échec du coup d'État militaire contre les institutions de la République. Et dans la matinée du jeudi, cette rencontre a eu lieu. Bénin Intelligent donnait de précisions pour écrire que lors du briefing, 2 gros sujets avaient été hiérarchisés pour servir les discussions. Le coup d'État déjoué du 7 décembre et la nouvelle constitution promulguée le mercredi 17 décembre. Le matinal pointait alors que c'est un exercice particulier auquel s'est adonné Patrice Talon le jeudi 18 décembre 2025, face à la presse nationale et internationale. Il a, sans langue de bois, abordé les 2 principaux sujets qui polarisent le débat national, la tentative de coup d'État et la nouvelle constitution qu'il a promulguée la veille. La Nation ajoutait que Patrice Talon est également revenu sur la coopération régionale ayant permis de circonscrire la crise. Le recours au Nigeria sous le couvert de la CEDEAO est intervenu en début d'après-midi après que les mutins se sont retranchés à la base militaire de Togmin. Si on avait utilisé nos armes, il y aurait beaucoup de dégâts, a expliqué le président, justifiant ainsi le choix de frappes chirurgicales pour éviter un bain de sang. Sous le titre « Patrice Talon, rassurant et pédagogue », Fraternité rapportait que Patrice Talon est resté ferme comme à l'accoutumée. Pour lui, la tentative de putsch déjouée le dimanche 7 décembre dernier est l'œuvre de crapules qui ont réussi à intégrer les rangs de l'armée. Sans embâche, il rappelle que le Bénin a déjà dépassé l'étape des coups d'État. Ceux qui se sont réjouis de cet acte sont condamnables car on ne peut pas applaudir publiquement un crime. Le chef de l'État, qui se dit peiné par cette tentative de déstabilisation, se dit fier de la grandeur du Bénin qui a réussi à se tirer d'affaire sans trouble ni grand dégât. C'est pourquoi il souhaite que le sens du devoir habite tout un chacun et qu'au-delà des divergences, le socle républicain soit sauvegardé et renforcé. Dans sa livraison de mercredi, la Nation informait que dans l'affaire putsch déjouée, 30 militaires et 1 civil ont été mis sous mandat de dépôt. Lundi, ils sont désormais derrière les barreaux en attendant le jugement qui fixera sur leur implication ou non dans cette mutinerie qui a été déjouée par les forces armées loyalistes.
Avant leur mise en détention, les 31 personnes qui étaient en garde à vue ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, à la commission d'infraction puis au juge des libertés. Et l'autre sujet abordé nous est rappelé par la presse du jour qui indiquait que le chef de l'État béninois a livré des raisons qui l'ont amené à susciter et réussir la révision de la Constitution du Bénin, surtout l'instauration du septennat. Et pour Patrice Talon, les défis structurels du Bénin ne peuvent être relevés dans un quinquennat. 5 ans, c'est trop court pour, selon lui, réaliser par exemple les projets réinventer la cité lacustre de Gambier, la relocalisation du marché d'Antokpa, le bitumage des routes ou encore la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et puis le matinal écrivait que comme il a annoncé en Conseil des ministres en sa séance du 17 décembre 2025, le chef de l'État Patrice Talon a procédé à la promulgation de la loi portant modification et complétant la loi du 19 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2019. Fraternité rappelait les points importants de cette loi pour écrire que cette dernière révision prévoit notamment la création d'un Sénat et l'allongement des mandats électifs de 5 à 7 ans. Le texte consacre une relecture des équilibres entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, tout en réaffirmant les principes de souveraineté nationale, d'état de droit et de démocratie. Il précise les conditions d'exercice du pouvoir, encadre plus strictement certaines fonctions régaliennes et introduit des mécanismes visant à renforcer la stabilité des institutions. Les droits et devoirs du citoyen y occupent une place centrale avec un accent mis sur les libertés fondamentales, la responsabilité civique et la préservation de l'intérêt général. Dans la suite, le challenge relatait que la Commission électorale nationale autonome tient au respect de son chronogramme. C'est dans cette logique qu'elle a procédé mercredi à la remise des spécimens du bulletin unique aux formations politiques dans le cadre des élections générales. Bénin Intelligence s'est intéressé plutôt à la formation des formateurs d'agents électoraux pour écrire que dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Sénat a lancé le jeudi 18 décembre à son siège une session de formation à l'intention des formateurs des agents électoraux. La formation des formateurs vise à doter des participants des compétences techniques, juridiques, opérationnelles et pédagogiques indispensables à l'organisation d'une formation de qualité des agents électoraux conformément aux dispositions du Code électoral. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Coupe d'Afrique des Nations 2025, les hostilités démarrent ce soir avec à l'affiche le Maroc, pays hôte face aux Comores, décryptage des enjeux de cette CAN et les chances de qualification donc, du Bénin avec un journaliste sportif qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Firmin Danon, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce dimanche pour analyser, on va dire, tous les enjeux de cette Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer ce soir. D'abord, comment analysez-vous l'importance de cette CAN dans le contexte actuel du football africain? Bon, je dirais que pour cette CAN, en fait, cette CAN est arrivée à un moment où le football africain a franchi, bon, je dirais, une étape, un cap, oui. Car parce qu'on a vu lors de la dernière Coupe du Monde écoulée, en fait le Maroc, qui n'est qu'un doute que le pays autre de cette CAN, aller jusqu'en demi-finale. Laissons également aussi ce côté, on constate actuellement que plusieurs de nos joueurs africains sont actuellement titulaires dans leur club.
Tout à fait, ouais. Principalement en Europe. Et quand on prend Mohamed Salah, par exemple, le joueur de Liverpool, il est en fait un titulaire indiscutable là-bas. Quand on prend également, je vais dire, Achraf Hakimi. C'est vrai, d'ici, en fait, pour ces quelques matchs joués par PSG, il n'était pas titulaire car il était blessé. Mais c'est en fait l'un des meilleurs latéral droit du monde actuellement. Et il impose son jeu au PSG. Quand on laisse également ces joueurs, on vient au Bénin, on trouve également notre jeune joueur Junior Laitan qui s'impose actuellement à Gauthier en Turquie. Donc il n'est rien d'autre que le meneur en fait, du jeu de ce club actuellement. Donc cette CAN est venue à un moment où on aura encore plus de révélations. Tout à fait. Alors, quels sont, selon vous, les principaux enjeux sportifs et symboliques de cette CAN? Bon, je dirais simplement que gagner cette CAN aujourd'hui, ce n'est plus soulever en fait un trophée, mais c'est imposer en quelque sorte un projet. Pourquoi je dis un projet? Parce que sportivement d'abord, l'équipe ou le pays qui arrive à soulever ce trophée-là en question, mais aura un bon jeu en fait un bon niveau de jeu. Il aura de constance dans ces compétitions. Loin de là également, symboliquement, quand on prend le Maroc, c'est une fierté d'organiser cette CAN. Pour le Maroc, là, une fierté pour lui. Et loin de là, ce pays hôte en question va montrer qu'il a les moyens d'organiser et en fait cette CAN et encore de remporter, pourquoi pas, ce trophée, car il peut le faire comme la Côte d'Ivoire l'a fait. L'équipe est très en forme. Très en forme, ils ont les atouts qu'il faut. Et quand on a vu également aussi par le passé, l'Égypte a organisé et il a essayé aussi de remporter ça. Même chose également pour l'Afrique du Sud par le passé. Donc le Maroc, cette organisation de cette CAN, on va dire qu'ils vont faire l'effort parce qu'ils sont tellement sous pression, je peux le dire ainsi. Et ils vont tout faire pour ne pas décevoir le public en fait. Alors, va-t-on assister à une CAN plus ouverte avec un rééquilibrage entre les grandes nations et les outsiders? Je dirais que actuellement, là nous sommes, le statut ne protège plus. Le nom des stars également aussi ne joue plus en quelque sorte. Et car on a tendance à constater que depuis un bon moment, certaines nations comme les Comores, la Gambie, Mozambique, Guinée équatoriale, le Cap Vert, bien sûr. Arrivent à déjouer le pronostic. Donc du coup, je dirais tranquillement, en un seul mot, que oui, cette CAN est très très ouverte. Clairement ouverte, parce que tout le monde a le champ libre de montrer, de faire valoir ce qu'il est, en fait, l'apanage qu'il possède. D'accord. Est-ce que là, on peut dire, commencer par parler des sélections qui sont favorites et pourquoi? Oui, les sélections qui sont favorites, généralement, je mettais l'accent d'abord sur le Maroc. Parce que le Maroc, actuellement, il possède, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il possède tous les atouts, que ce soit offensif comme défensif, pour pouvoir soulever ce Graal. L'un de là également, ils sont à domicile. On a vu pour la CAN passée en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire, moi, c'était à domicile, et en fait, moins geste. Il a fallu peu que ce pays soit éliminé au premier tour. Mais par le système, on va dire, le nouveau format, le quota des 3 meilleurs et 3e favorise à ce pays de la Côte d'Ivoire qui a pu se qualifier en 8e de finale. Mais on a vu la suite. L'histoire, c'est là en fait. Ils étaient allés jusqu'à remporter ce trophée. Mais pourquoi pas le Maroc cette fois-ci, vu qu'ils ont tout. Le Sénégal, l'Égypte. Le Sénégal également aussi. Le Sénégal, par sa puissance, son expérience, mais ce sont des joueurs qui sont constants. Laissez-moi vous dire, Gana Gueye, mais ils sont vraiment en forme. Et Lamine Camara, mais Sénégal va montrer encore de jeu plus que, en fait, on n'attendait pas. Et l'Égypte? L'Égypte également, oui, il est là. C'est un pays où tantôt on a tendance à voir que oui, ils arrivent à venir à un moment donné, mais ils relâchent. Mais laissez-moi vous dire que cette fois-ci, l'Égypte aussi peut faire très mal également aussi. Pourquoi pas l'Algérie? L'Algérie, tout à fait. Pourquoi pas l'Algérie? Avec un esprit de revanche.
pourquoi pas. C'est possible pour ces pays-là également aussi. Le Nigeria, le Cameroun. Le Nigeria, oui, c'est possible également pour le Nigeria, parce que le Nigeria, on a vu l'édition écoulée où il est allé jusqu'à aller en finale. Et bon, par la foi des chances, la Côte d'Ivoire a pu tirer son épingle de jeu. Quand on prend également aussi ce pays de Côte d'Ivoire, tenant du titre, la Côte d'Ivoire peut toutefois conserver son titre. Ça, c'est clair, c'est possible. Parce que ils vont dire qu'ils vont faire l'effort de mouiller maillot et de faire honneur à leur action. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, que représente cette qualification pour le football béninois après, on va dire, 2 rendez-vous manqués pour vous? Écoutez, pour le Bénin, je dirais simplement que c'est une renaissance, cette qualification. C'est une renaissance pour le Bénin après ces absences qu'on a dû observer. Et laissez-moi vous dire encore que actuellement, alors nous sommes, cette qualif donnera de l'espoir à ces joueurs, à ces footballeurs béninois, et également aussi de la visibilité pour notre pays. Ça, c'est, en fait, si on veut ou on ne veut pas, ça c'est clair. Et d'abord, ça se présente actuellement déjà sur les réseaux sociaux. On voyait les guépards avec leur habillement, machin, par-ci par-là, drapeau par-ci par-là, les danses un peu partout. Donc, tout le monde dit, ah, mais le Bénin est qualifié enfin. Alors, c'est le fruit d'un travail structuré où on va dire, une opportunité sportive donc, qui s'est présentée à nous. Bon, à ce niveau, je ne dirais pas que c'est un miracle. Non, je ne dirais pas ça. Mais encore, est-ce que je vais dire que c'est une garantie totale? Non, ce n'est pas encore aussi une garantie totale. Parce que c'est maintenant que le vrai test commence pour le Bénin. Et on a vu, après cette CAN 2019, où le Bénin est allé en quart de finale, le pays avait du mal, l'équipe nationale avait du mal à titiller les grandes nations. Et c'était tellement difficile pour nous. Et Guénot Roy est arrivé, bon, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais il est arrivé, il a essayé de reconstruire l'équipe. On a vu ce que ça a donné. C'est vrai, nous ne sommes pas à la Coupe du Monde, mais au moins, on peut compter un peu sur certaines têtes qui sont dans cette équipe, surtout les jeunes, que ce sélectionneur a essayé d'introduire petitement dans l'équipe. D'accord. Et on peut compter sur eux, ils peuvent essayer de nous donner... Et dans quel état d'esprit pensez-vous que les guépards abordent-ils cette compétition? Bon, je dirais, à ce niveau, ils savent qu'ils ne sont pas favoris. Ils savent, les Béninois savent qu'ils ne sont pas favoris. Donc, dire qu'ils sont sous pression excessive, je vais dire non. Ils ne le sont pas. Donc, autrement dit, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. C'est à eux de jouer corps et âme et de défendre la nation. Ça, c'est vrai qu'au premier match, les guépards sont un peu réduits parce qu'il y a des absences quand même très importantes dans le dispositif. Oui, c'est vrai. Le capitaine Simounier, Junior Laïton, Dandinou également. Marcel Dandinou, et Mohamed Tidjani. Oui, ce sont des cadors de l'équipe en fait. Et moi, ça m'attriste un peu le fait que ce problème de cumulation de carton arrive à faire déjouer ces joueurs-là en question. Mais laissez-moi vous dire, bon, le sélectionneur, il est en fait, c'est un sélectionneur expérimenté. Il maîtrise le football africain. Car il a préparé le Nigeria, il a préparé aussi d'autres pays de la sous-région. Donc il maîtrise concrètement ce qui se passe dans ce championnat, pour ne pas dire dans cette compétition. Jouer contre RD Congo n'est pas anodin. Il sait, il saura quoi faire. Parce que le premier match, il est très important. C'est très important, c'est crucial. Oui, de la compétition. Si vous arrivez à gagner votre premier match, c'est que vous êtes sur en fait, une bonne lancée pour la compétition. Donc, Guénot Aurore, il le sait. Donc, moi, je dirais simplement que pour ne pas éviter le pire, mais il fera l'effort de chercher au moins un bon résultat. Et ce bon résultat n'est rien d'autre qu'un match nul. Bon, je vais essayer de rester sur mes expressions, essayer de le dire ainsi. Et car on sait que le Bénin, bon, en dehors de ces 5 joueurs, il y a d'autres joueurs qui sont sur le banc de touche que Guénot peut toutefois utiliser. Mais malheureusement, il y a certains joueurs qui n'ont pas pu franchir des étapes
durant ces éliminatoires, que notre n'a pas pu utiliser certains joueurs-là durant les éliminatoires. Il y a l'expérience qui va manquer à certains. Justement, à ces joueurs. Même au match amicaux, on pensait qu'il va les utiliser, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, c'est en compétition, maintenant, qui va donner la chance à ces jeunes joueurs. Je ne pense pas. Essayons de voir comment est-ce que le Bénin va s'en sortir à ce premier tour. La RDC, le Nigeria, le Botswana. Qui faut-il croquer pour s'assurer une qualification? Je le disais tantôt que pour éviter le pire au premier match, c'est de faire un nul. Avec la RD Congo. Ce nul va donner un peu d'espoir et donnera de vie à notre équipe nationale. En attendant de jouer contre le Botswana, d'abord, c'est un pays qu'on ne connaît guère. Pas du tout. On n'a jamais rencontré Botswana dans nos compétitions antérieures. Donc, ça d'abord, ça serait encore aussi de surprise à ce niveau-là aussi pour nous. Mais, connaissant les joueurs, à ce niveau, les 5 autres cadres seront déjà de retour. Ils vont essayer de mettre des pierres à l'édifice pour pouvoir essayer de tirer leur épingle du jeu et remporter ce match, remporter les 3 points. Steve Mounier en est conscient. Et tous ils le savent. Et ils vont le faire remporter ces 3 points. Ces 3 points accompagnés du match nul contre la RD Congo, d'office, ils sont déjà qualifiés. Ça, je peux le dire ainsi. Mais s'ils arrivent par forte chance et ils perdent le match contre la RD Congo, essayer de gagner le Botswana, c'est aussi une forte chance pour eux également aussi d'être passés au second tour. Mais contre le Sénégal, c'est aussi un autre jeu. Mais Sénégal aussi, laissez-moi vous dire que c'est pas une foudre de guerre aussi. Parce qu'on a déjà joué contre le Sénégal. Le sélectionneur Guinette aura maîtrise, mais aussi l'équipe de Sénégal. Au stade de l'amitié ici, on a fait un contre le Sénégal. Avec en fait cette même équipe du Bénin, leur statut du Bénin là. Et j'en suis très sûr que c'est cette même équipe qui viendra aussi affronter ce Sénégal-là en question. L'attaque des Guépards, comment se porte-t-elle aujourd'hui? L'attaque des Guépards, je vais dire que l'attaque, elle est fébrile. Non, elle n'est pas fébrile. L'attaque, oui, il y a des joueurs qu'il faut dans l'attaque. Sur quels joueurs faut-il peut-être compter C'est le problème en fait. Le problème de l'attaque béninoise. Le problème, c'est ça. Le Bénin a des attaquants, mais n'a pas des buteurs. C'est le grand problème en fait. Jusqu'à présent, c'est ça le souci. Même le sélectionneur aussi le sait. Un attaquant est censé être normalement... Être un bon buteur, normalement. Ça, actuellement, c'est aussi Bounier que nous avons. On va dire que c'est lui. Mais il n'est rien d'autre que fort dans les jeux aériens. Mais laissez-moi vous dire qu'en dehors de lui, il y a Tosin Yegoun qui est là. Il n'est pas mal. Actuellement, il a débuté en fait une bonne saison avec son club de Lorient FC là-bas, en Ligue 1 de la France. Mais ce n'est pas encore fini. De côté, on a Jodé Dossou. Bon, c'est un vétéran en quelque sorte. Il est vieillissant, il est finissant. Le jeune sur qui on compte trop sur notre attaque, Andreas Omotondi, malheureusement, il est forfait. Il n'est pas venu à la CAN. Mais il y a d'autres joueurs là qui peuvent essayer de donner, essayer de donner le brason. En tout cas, dans tous les cas, les Guépards vont faire sensation. Sensation. Mais l'idéal pour eux, c'est de faire preuve de réalisme, d'être efficace devant les buts. De ne pas rater les occasions. Ça, c'est nécessaire pour eux. D'accord. On va parler du match d'ouverture de ce soir. Maroc, comment ça va se passer? Un match qui, en fait, je vois ça comme un match piège. Hein? Oui, pour le pays hôte. Bien sûr. Pour le pays hôte, parce que le Maroc, c'est vrai, il est favori, grand favori d'abord de la compétition, de cette CAN. Mais les Comores, en fait, je vais dire, pas dire un petit pays, c'est vrai, ils sont petits, mais ils peuvent toutefois déjouer les pronostics à la fin du match. Ça, c'est très clair. On a vu Madagascar dans ce pays lors de la CAN 2019, ce que Madagascar a donné. On a vu également, vous l'avez souligné au début, Cap-Vert, par le passé. On a vu Gambie également. On a vu par l'édition écoulée ce que Mozambique a fait. La Guinée équatoriale, ce que la Guinée équatoriale a pu faire contre la Côte d'Ivoire pour l'édition écoulée. Donc, si Maroc fait erreur et fait preuve, ça va mal tourner. Ça va tellement mal tourner de lui. D'accord. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire l'effort d'être convaincants
sur le terrain, essayer de gagner ce match pour pouvoir bien lancer le CAN. Parce que bien sûr que c'est le CAN. C'est eux qui l'organisent. D'accord. Merci à vous, Firmin Danon. Vous êtes journaliste sportif. Merci pour ces analyses. On va souhaiter très bonne chance aux Guépards qui vont jouer mardi prochain. On l'a dit, face à la RD Congo. Ça ne serait pas facile. Pas du tout. Mais il faut espérer quand même une victoire donc des Guépards. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine. On va l'installer avec ce morceau. Eddie. Oh, regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dis, tu verras, elle va l'envoyer balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il aura le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Minicain. Je te dis, mon gars. Minicain. Et à moi. Regarde un peu. Momoa, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. BetMomo, le jeu ne s'arrête jamais. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur, et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec l'ARAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. Aussi longtemps que mon cœur transpire, aussi longtemps que ma chair respire, tant que le souffle du vent soufflera encore dans mes narines, je serai de ceux qui continuent leur route, de ceux qui s'affrontent eux-mêmes pour dérouter leurs doutes. Et aussi douloureux que soient les lendemains, tant que je sentirai vibrer mes jambes, que la vie sera encore dans mon cœur, j'avancerai, 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 j'avancerai toujours, j'avancerai toujours, j'avancerai toujours, et j'avancerai toujours, et j'avancerai toujours, toujours. Yam kantiri, nenye sumbulam, yala manyandere yawan. Bula yamanemo. Artiste aux multiples visages, écrivain, slameur, performeur, Djamil Mamagao est né à Parakou, au nord du Bénin, avec ses origines béninoises, togolaises et maliennes, passé par le Prytanée, militaire de Bemberekepu, une formation en journalisme. Il a choisi l'art comme terrain d'expression et de liberté. Son œuvre résolument transversale mêle poésie conceptuelle, oralité contemporaine, musique, art visuel, explorant ainsi, on va dire, plusieurs médiums, performance, improvisation,
improvisation multilingue, installation sonore et exposition poético-visuelle. Il est notre artiste de la semaine. Bonjour, bonne arrivée. Salutations à vous, salutations à chacune et tous, à toutes les personnes qui nous regardent. Je suis ravi d'être là. Alors, comment vous vous portez? Bien, bien, très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plaisir plateau. Partagé, plaisir absolu. D'accord. Avant de commencer, on va dire un mot sur ce morceau qu'on a suivi. C'est le tout premier. Tout à fait. C'est sorti en septembre 2016. C'est un premier single. Je l'appelle aujourd'hui « J'avancerai ». Et en fait, c'est un titre qui était pour moi comme un acte de rappel de ma volonté à chaque fois quand je me sentirais dans un état d'esprit donné, d'aller écouter ça pour me dire « Ah, c'est possible, vas-y, va jusqu'au bout ». C'est une chanson de motivation, c'est une chanson pour garder la pêche, pour se rappeler ce pourquoi les décisions que j'ai pu prendre dans mon parcours ont été prises. Et après, c'était aussi un acte d'envie d'amener le slam vers quelque chose de différent en termes de rythmique, en termes d'ambiancement, en termes de capacité à placer le slam comme étant un art qui peut, dans l'industrie musicale, avoir sa place. Faire bouger les gens, autant dans la tête que dans le corps. Avec les éléments culturels qui sont les nôtres. Si on y prête bien oreille, on entend une griotte du nord du Bénin qui chante en mot-collé. Et je continue dans cette perspective-là, en général, dans mon travail, rencontre de tradition et de musique pop. D'accord. J'évoquais à l'instant vos origines béninoises, togolaises, maliennes. Ouais. Alors, comment cette pluralité, on va dire, a-t-elle façonné votre façon ou votre regard sur le monde et la sensibilité artistique? Oh, je dirais du point de vue de l'hybridité, cela m'a apporté la capacité à accepter l'autre, à m'accepter suffisamment aussi dans mon identité et dans le fait de ne jamais utiliser mes possibles creux, mes possibles failles comme étant des éléments de restriction ou de fermeture, mais plutôt comme étant une sorte de crue où je vais puiser pour montrer toute la beauté de la diversité humaine. Et ça m'a aussi fortifié dans l'idée que c'est dans la pluralité qu'on est le plus possible en accord avec ce que le monde est, en accord avec ce que nous sommes nous-mêmes, et en accord avec l'idée que l'humanité, c'est l'altérité absolue. Tout à fait. Et ça, c'est bon pour mon art, parce que du coup, moi, j'ai de la matière riche pour aller puiser vers des origines maliennes, vers des origines togolaises, vers des spécificités. Même dans mon identité visuelle, je vais jouer avec ces codes-là. Je vais jouer avec des éléments d'héritage du nord du Bénin, mais aussi du nord du Mali, du nord du Togo. Je vais en faire une richesse de recherche et de métissage sonore. Et c'est en cela que ça enrichit mon art. C'est en cela que ça enrichit mon rapport aux autres. C'est en cela aussi que ça m'a donné envie d'être suffisamment aligné à moi-même, même si je n'appartiens pas à quelque chose de strict. D'accord. Et à quel moment vous avez senti votre véritable voix, que là sera donc forcément votre voix, malgré un parcours académique plutôt, on va dire, rigoureux? Je vais dire que c'est exactement dans ce parcours-là, au Prytanée militaire de Bembereke, que j'ai senti que j'étais fait pour le fait de pratiquer l'oralité déjà dans un premier temps, parce qu'au Prytanée militaire, j'étais dans le groupe culturel qui s'appelle les Lucioles. Et dans ce groupe culturel-là, j'ai fait toutes les filières artistiques qu'il y avait, la plupart en tout cas. C'était notamment à travers des déclamations poétiques que je me suis rendu compte, ah, j'aime bien ça. Puis je faisais aussi de l'interprétation musicale. Je me suis dit à un moment donné, avec un compagnon de partage à ce moment-là, qui s'appelle Abogouri Moustanir, qui lui est aujourd'hui médecin et qui fait totalement autre chose, que j'aimerais bien réunifier le fait de faire de la musique et de déclamer du texte, mais en déclamant des choses qui sont africaines ou qui sont écrites par moi-même. Et là, il m'a parlé de Sergent Marcus.
Oui. Et à partir de là, je me suis dit, d'accord, je vais découvrir. Donc j'ai écouté du Sergent Marcus. Ensuite, j'ai découvert les scènes slam à Cotonou. Ensuite, j'ai découvert les albums de Souleymane Diamanka, les approches de Abd al-Malik. J'ai découvert le travail de Kamal Raji. Et c'est tous ces éléments-là de pluralité qui vont constituer mon bagage, mon socle, et qui vont me donner davantage envie de le faire. Mais c'est déjà dès le Britannique, lorsque j'arrive en classe de première, que je dis, bon, moi je pense que je ne suis pas fait pour me réveiller dans l'urgence d'un combat militaire, mais fait pour dire des choses aux gens, fait pour sortir ce que j'incarne intérieurement. Et j'ai été beaucoup motivé par ma seconde maman qui s'appelle Lisiane Raffray, qui est française et qui, dès mes premiers poèmes, m'a dit « tu tiens quelque chose ». Et tout ça ensemble m'a propulsé et m'a motivé à continuer dans ce sens. Tout à fait. Et vous vous définissez comme un artiste protéiforme. Tout à fait. Alors pourquoi refusez-vous de vous enfermer dans une seule discipline? Parce que je suis un être foncièrement de liberté. Et j'entends la liberté comme étant la capacité à aller quêter dans plusieurs sources pour restituer quelque chose qui correspondrait suffisamment à ce que je ressens, j'incarne et je suis. Je refuse de rester dans une fixité parce que j'ai l'impression que le monde cherche tout le temps à factoriser nos humanités. Et à partir de ce moment-là, on ne se permet plus d'explorer au-delà des limites préconçues. Alors que je pense que c'est dans les marges. Je pense que c'est dans le fait d'aller chercher au-delà de ce qui a été conventionné qu'on reconstruit le monde, qu'on apporte à l'humanité une nouvelle part de teneur et une nouvelle possibilité de réinvention et de propulsion sociale. Et je refuse aussi parce que je pense que nos générations futures ont besoin d'esprit critique pour déconstruire les fixités qu'on avait déjà mis en place et qui aujourd'hui ne sont plus exactement nécessaires par rapport au paradigme actuel. Et donc, je propose d'être le reflet de ce que j'aimerais voir dans le monde et de pouvoir apporter ça à travers mon art. Pour moi, c'est un grand privilège. D'accord. Slam, poésie conceptuelle, oralité contemporaine, musique, art visuel. Comment choisissez-vous le médium le plus juste pour un message donné? Je pense que les médiums me choisissent et vous les choisissez également. L'instinct décide avec moi. D'accord. C'est-à-dire que en fonction de la nature du travail à faire, en fonction de l'émotion et aussi de l'intention d'impact vers le public, la décision se met en place. Et je pense que c'est là qu'il y a nécessité à s'écouter suffisamment, à être attentif à ce qu'on ressent et surtout à être à l'écoute du besoin de ce que le public a au moment où je dois pratiquer mon travail. Et donc, c'est sur ça que ça se joue en réalité. Et depuis 2015, on va dire que vous développez une œuvre slamée à la fois introspective et expérimentale, marquée par la sortie de Ensoleillement. Tout à fait. En 2022, il y a également l'album J'avancerai en 2023. Sexe, énergie, également en 2024. Parlez-nous de ces œuvres. En fait, je vais dire que c'est une forme de trilogie à travers laquelle j'ai essayé de peindre un peu les thèmes qui sont les bases premières de mon approche musicale. C'est-à-dire une œuvre à la fois qui parle de moi, qui parle des gens, qui incarne des œuvres où je vais aller chercher les autres aussi pour aussi bien parler d'amour avec eux, aussi bien raconter l'humanité que nous avons à reconstruire ensemble, aussi bien évoquer le respect de la différence et évoquer le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à son intimité. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, l'ensemble de tout ce travail-là peut se résumer à l'intime. Et l'intimité, pour moi, c'est le premier territoire à partir duquel on peut commencer par se
reconstruire humainement, se penser, se repenser, s'ajuster, s'améliorer. Et parce qu'on a fait ce travail intérieur-là, dans la société, on est en mesure d'apporter des choses vertueuses. Dans la société, on est en mesure d'être un peu plus à l'écoute des autres, tout en faisant attention à ce que nous-mêmes on veut. Et à partir de là, participer à un bien-être partagé. Donc oui, ce sont des œuvres de l'intime qui se complètent et qui racontent à quel point, pour moi, c'est important qu'on aille chercher en nous la lumière. Et votre travail semble privilégier, on va le dire comme ça, la transversalité. Est-ce un choix esthétique ou, on va dire, une nécessité intérieure? Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que la transversalité va s'entendre dans les sonorités que je propose. Je vais aller chercher de la musique actuelle, on va dire pop ou même afro-pop, avec des rythmiques d'aujourd'hui, et aller chercher dans les traditions qui me définissent. Donc aller du côté du Mali, aller parfois du côté du nord du Bénin, et même chercher dans des parts plus larges. Et je vais dire aussi que le fait de pouvoir faire composer mes œuvres avec d'autres médiums, mes œuvres orales, mes œuvres audio avec d'autres médiums et même sur scène, crée cette transversalité-là. Donc je pense que c'est un ensemble commun de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais aussi de cet esthétisme-là que j'ai envie que les gens perçoivent et qui dit à quel point nous pouvons encore raconter l'Afrique dans toute sa densité multiple. D'accord. Alors, c'est quoi l'homme? La réponse va venir juste après ce clip. On va marquer une pause, on va sur une séquence donc de ce clip. C'est le dernier signé Djamil Mamagao. Un homme, est-ce que ça parle ou est-ce que ça écoute? Est-ce que ça s'excuse ou est-ce que ça doute? C'est quoi un homme, dites-moi? Est-ce qu'un homme, ça demande de l'aide? Est-ce que ça vaut sans jouer au dur? Est-ce que ça peut être soi sans porter d'armure? C'est quoi un homme? 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 Ça pleure ou ça rit? C'est quoi un homme? Ça meurt ou ça tue? C'est quoi un homme? Ça craint ou ça crie? C'est quoi un homme? Ça aime ou ça fuit? C'est quoi un homme? Ça rêve ou ça veille? C'est quoi un homme? Dites-moi, hein? C'est quoi un homme? Je veux savoir. Est-ce que ça doute? Est-ce que ça croit? Est-ce que ça écoute? Est-ce que ça s'excuse? Est-ce que ça demande de l'aide? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Est-ce qu'un homme a le droit de trembler, de pleurer sans s'excuser, de se regarder sans se juger, de ne pas avoir envie, de dire non sans perdre sa place? Est-ce qu'un homme doit toujours porter? Est-ce qu'un homme doit toujours supporter? Est-ce qu'un homme doit toujours apporter? Est-ce que c'est lui qui doit tout savoir? Est-ce qu'il doit savoir répondre à tout ce qu'on lui dit, qu'on attend? Est-ce qu'il a le droit de ne pas être utile? Est-ce qu'un homme doit prouver? Est-ce qu'il faut qu'il protège? Est-ce qu'il faut qu'il fasse peur? Est-ce qu'il faut qu'il se surpasse? C'est quoi un homme? 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 C'est quoi un homme?
Voilà donc pour cette séquence du morceau C'est quoi un homme, morceau signé Djabil Mama Gao, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Je pense qu'on va répondre maintenant. Djamil, c'est quoi un homme? C'est d'abord un être. Oui. Un être qui, avant tout, doit être à l'écoute de lui-même. Un être qui a le sens de l'empathie, de la bienveillance, de la patience, de la force intérieure, qui fait attention à ses émotions, qui est capable d'aller faire le nécessaire d'abord pour lui avant de chercher à devenir le sauveur des autres, qui fait en sorte de se réinventer en fonction de l'époque, d'affirmer clairement ses besoins, de nommer ses ressentis, ses ressentiments. Pour moi, c'est un être à part entière qui s'adapte à son époque et qui fait tout pour s'améliorer au-delà de ce qu'il a reçu. Tout à fait. Et puis, le corps est très présent dans vos performances. Peut-on dire que votre corps est lui aussi un langage? Oui. Ah, c'est une très belle façon de le percevoir, tout à fait. Je considère que le corps est le premier territoire à partir duquel l'être affirme tout ce qu'il incarne. Que ce soit par rapport à ses origines, moi j'ai des scarifications, à partir du moment où on les regarde, on les voit, on peut situer mes appartenances. Et c'est pareil pour tous les autres aspects. Le corps est l'espace de spiritualité et d'ancrage avec les matières que nous incarnons. Quand je joue avec mes cheveux, c'est parce que je veux créer cette reliance avec l'univers, les éléments du cosmos. Le corps est l'élément socle qui nous maintient dans la terre. Le corps lavé nous lie aussi bien à toute la pureté qu'on incarne, mais aussi à tout ce bien-être. C'est le corps qui va procréer. Moi, je considère le corps comme étant une matière malléable et qui a nécessité à nous dire, à nous raconter. Et je considère qu'on doit apprendre à respecter justement notre corps autant que le corps des autres. Et donc, pour moi, le corps est un acte politique, un acte dans un espace à partir duquel on peut dire maintenant plus que jamais que l'humain, quand il est physique, il nécessite qu'on lui accorde de la dignité. Et cette dignité, on doit l'accorder autant aux hommes comme aux femmes et à toute autre personne. D'accord. On va évoquer une autre dimension de Djabil Mama Gao, c'est la littérature. Vous êtes également écrivain. En 2014, vous avez signé votre premier livre intitulé Corps à corps. Corps à corps. On va voir la couverture avec la complicité de mon réalisateur. Il explore les passerelles entre poésie, oralité contemporaine, musique et art visuel. Que peut-on retenir de l'ouvrage? Alors, généralement, d'ailleurs, toutes mes œuvres, depuis Corps à corps, racontent l'érotisme, qui est dit être un sujet tabou dans notre contexte. Et moi, ce que je cherche à dire à travers cette œuvre, c'est notamment le désir masculin exprimé avec toute sa fougue, toute sa voracité et de manière assumée. Parce que, généralement, le désir, lorsqu'il est exprimé, il a tendance à être mis en jachère avec des mots de façade, de semblant. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est plutôt proposer aux gens la possibilité de dire leur désir en étant totalement aligné avec leur ressenti intrinsèque. Que ce soit fougueux, intense, vorace, mais qu'il y ait une forme de poésie du désir abrupt incarné. Et je vais continuer ce cheminement-là avec mes autres livres d'ailleurs. Je vais sortir après un livre qui va raconter le désir féminin cette fois-ci. Et après, j'ai sorti un livre qui raconte le désir masculin une fois encore, mais cette fois-ci avec une approche attendrissante qui montre à quel point le masculin est aussi intense que doux. Et enfin, j'ai sorti une œuvre où j'exprime la beauté du corps masculin, où le corps masculin
exprime ce qu'il aurait voulu entendre. Quel est son titre? Ce qu'il aurait voulu entendre de ce que les femmes lui diraient. Ce livre-là, c'est plutôt En mal d'émotion, qui est le livre que j'ai sorti avec la photographe bénino-belge Cécile Quenom. Le livre qui parle du désir féminin, il s'appelle Le calepin d'une vicieuse. C'est d'ailleurs mon livre qui a été le plus vendu. Bien sûr, on va voir la couverture. C'est 12 pays dans le monde. C'est plus de... En tout cas, je crois, un peu plus de 1000 exemplaires. Et lui, Le carnet intime d'un coquin, qui va connaître une réédition en janvier prochain, c'est le livre où j'exprime le désir masculin avec une approche de sensibilité et parfois même l'éditeur parle de sensiblerie. Et puis une saison en Afrique. Une saison en Afrique, c'est tout à fait. C'est mon livre de poésie qui raconte le continent africain d'un point de vue de tout ce que j'observe et que je vois. C'est un livre qui parle avec les mots de chez nous, qui raconte Gambier, Parakou, qui raconte le Maroc, qui raconte les territoires où je suis allé, où j'ai observé notre sociabilisation, nos mouvements, nos corps, notre manière d'être, et où je lance un appel d'africanité approfondie en nous-mêmes. Voilà. D'accord. On va jeter un coup d'œil sur votre agenda pour voir votre actualité et vos projets. Il y a cette collaboration qui s'annonce avec Serge Poyon sur le titre Sambodi. Vous parlez de Force invisible. Oui, vous êtes très très bien informé. Oui. Ce titre-là, c'est un titre que j'ai adoré faire. Franchement, c'était une belle expérience. Oui. C'est un titre qui a une approche plutôt spirituelle et qui raconte un peu ces êtres ou cette présence invisible qui nous accompagne au quotidien et qui, pour une raison qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, nous guide, nous mène vers des chemins, vers des trajectoires qu'on n'envisage pas. Et c'est un projet qui annonce le nouvel album de Serge Poyon qui sort, lui, en 2026, mais le clip, on l'a tourné d'ailleurs au nord du Bénin et c'était une expérience mais fascinante, mais absolument fascinante. Le clip, il sort le 29 décembre prochain d'ailleurs. D'accord. Et sur le plan de la littérature, fin janvier, il y a quelque chose qui s'annonce. Vous proposez un coffret qui va réunir l'ensemble de vos œuvres. Exactement, oui. Je sors un coffret qui va s'appeler Hérosphorie et c'est un coffret qui rassemble tous mes textes, tous mes livres en lien avec l'érotisme et qui propose également en bonus des services liés au bien-être intime, des éléments qui accompagnent l'intimité pour que les lecteurs et lectrices qui ont découvert mes livres pêle-mêle puissent enfin avoir l'occasion de les avoir en bloc, mais aussi pour que les gens qui n'avaient pas découvert mon travail d'écriture puisse avoir l'occasion de se le prendre, de se l'offrir et ça va être le bon prétexte pour passer des moments amoureux, tendres, attendrissants avec son compagnon, sa compagne et ça va être l'occasion de se ressourcer dans l'intime et de partager des moments forts, brûlants, passionnants et passionnels. D'accord. Et puis en février 2026, il y a également un rendez-vous. Le public saura c'est quoi un homme bien? Oui, c'est le Une réflexion sur la masculinité. Tout à fait, c'est le titre de mon mini-album, mon EP de 4 titres, dont le premier single a été C'est quoi un homme? Et à l'occasion de cette sortie-là, je dévoile 3 autres titres qui rentrent dans ce traitement-là, qui parlent de la masculinité comme moi je le perçois, c'est-à-dire une masculinité qui se réinvente, qui se réaffirme, qui s'assume, qui se repense par rapport à ce qui a existé, à ce qui existe aujourd'hui et à comment nous on voudrait se positionner. Donc par rapport à cette nécessité de changer, c'est un des titres, mais aussi de se poser la question de savoir c'est quoi un homme bien, un homme bien. Et on n'en parle pas assez pour moi dans nos sociétés, c'est que généralement on généralise le masculin
et on donne des chiffres qui ne révèlent qu'une partie de la vérité. On va parler souvent des hommes qui font des choses qui ne sont pas bien. Et donc, on ne fait pas, selon moi, assez d'exemples de masculins positifs qui donnent envie à d'autres et aux générations futures de s'y identifier. Et donc, je fais une sorte de portrait de ce qui représenterait un homme bien. Et enfin, j'incite les hommes à s'occuper d'eux-mêmes parce que dans beaucoup de cas, on remarque dans nos sociétés que beaucoup d'hommes vont avoir tendance à s'oublier sous prétexte de vouloir être les sauveurs des autres et après de se retrouver à reprocher aux autres de ne pas voir à quel point eux se sont oubliés. Et là, ce que je propose, c'est du texte qui permet aux hommes de se rappeler de la nécessité que si on ne s'est pas construit en tant que socle humain, si on ne s'est pas enraciner suffisamment comme un arbre, on ne peut pas fleurir et donner des fruits à d'autres aussi. Et donc, c'est une invite à se repenser, à se reconstruire et à se projeter en étant aligné avec soi-même. D'accord. Une dernière question. Quel rêve l'artiste Djamil Mamad-Gao n'a pas encore réalisé? Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Je veux jouer dans des salles mythiques du monde, moi. Oui. Moi, je veux bien pouvoir remplir des salles mythiques aussi du Bénin. Donc, il y a beaucoup de rêves que je pourrais dire. Remplir l'Institut français de Cotonou, remplir le Palais des Congrès. Je dirais ensuite remplir la Maroquinerie, remplir Bercy, remplir des salles à travers le monde. Ou faire des tournées qui me permettraient d'être suffisamment heureux de faire ce métier et d'apporter du bien aux gens. Ça, c'est un objectif qui nécessite de la ressource, des moyens, de l'accompagnement. Et donc, toutes les personnes qui nous écouteraient, découvriraient mon travail et qui ont envie de collaborer, qui ont envie d'être des mécènes, qui ont envie d'accompagner cette dynamique, qui ont envie de proposer un nouveau narratif social, mental, humain, pour les hommes, pour les gens de la société, pour l'humanité, je pense que je suis la personne idoine sur qui il faut investir. Et je pense qu'avec mon travail, c'est possible d'aller impacter le monde parce que je fais un travail qui rassemble les langues, qui mélange les cultures et un travail qui, dans le rythme, fait bouger aussi les consciences. D'accord. On va finir avec ce que vous proposez. Est-ce qu'on va faire une déclamation poétique ou qu'est-ce que vous... Je suis doué en improvisation. Je prends 2 ou 3 mots et je vous fais une improvisation. J'appelle ça le slam sur mesure. D'accord. Et cela peut être là tout de suite. Quels sont les mots qui racontent votre état d'esprit, votre ressenti du moment ou de cette période? Allez-y seulement, choisissez n'importe quel mot. Non, c'est à vous de me dire les mots que vous ressentez et qui vous racontent, qui disent ce que vous êtes, ce que vous incarnez actuellement. D'accord. En tout cas, fier de vous avoir sur le plateau du grand format. Oui, et quoi d'autre? Fier de vous rencontrer, de vous recevoir sur le plateau du grand format. Ça veut dire plusieurs mots. D'accord. Je pourrais choisir un format. Oui. Mais j'ai pris celui qui est le plus grand que notre cœur. Bien sûr. C'est pour cela que je regarde à travers ce qu'on a et je dis qu'en réalité, la fierté est un état d'esprit qui doit guider notre âme, à condition qu'on soit aligné sur ce qu'on est. Et peut-être qu'ici, sur Canal 3, je pourrais dire au monde qu'on est capable de reconstruire notre grandeur en tant que guépard. Mais pour ça, il faudrait peut-être qu'on puisse se réparer nous-mêmes, qu'on puisse s'aligner nous-mêmes sur ce qui fait notre nous-mêmes. Et alors, on pourra dire, même dans une canne qui ne saurait prédire que nous avons de la puissance d'impact, que venir du Bénin, c'est construire des marges d'impact insoupçonnées. D'accord. Voilà. Donc Oui, tout à fait. Djamil Mamad-Gao en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Merci aussi à vous et bonne continuation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va dire bonne chance à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 21 décembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Kolokonde, c'est à Djougou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.